Donc les CSS Shapes, ça c'est moi sur l'internet, donc je m'appelle Siegfried. Donc comme Vincent l'a dit, je travaille chez Sphere, une entreprise qui allait bien. Voilà, il y a plein de boîtes qui sont bien, comme Saute qui nous accueille, donc grand merci aussi. Et on va parler donc des CSS Shapes. Mince, j'ai pas avancé dans la bonne fenêtre. Ouais, donc les CSS Shapes. Avant, en fait, on faisait des trucs comme ça. Voilà, donc des divs, des rectangles dans lesquels on met le texte, et ça vend pas forcément toujours beaucoup du rêve. Et CSS, c'est quand même vachement inspiré de tout ce qui est imprimerie, livre ou magazine. Et du coup, là, on va pouvoir se rapprocher un peu de tout ce qui est magazine avec les courbes pour faire des mises en page un petit peu plus sympas. Donc, faire autre chose que du texte qui est bloqué contre les bords d'un rectangle, est-ce que c'est possible? Eh ben ouais, c'est un petit peu possible quand même. Ça marche pas uniquement dans Chrome. Attention Vincent. Euh, Ça marche donc pas dans Firefox. IE, même, c'est pas prévu dans Edge, mais c'est quand même under considération. Du coup, c'est un petit peu pour jouer et c'est super sympa. Et aussi un autre truc, c'est comme le CSS c'est quand même bien foutu, là où ça marche pas, ben, ça va pas tout exploser, on aura quand même du texte dans des rectangles. Classique. Donc, ouais, les gifs marchent. Il y a deux niveaux dans cette spécification. Donc le premier en candidate recommandation et le second en editor draft. Et je passe à la slide suivante. Le premier niveau, il apporte trois propriétés. Donc shape outside, qui va un peu indiquer le comportement du flux de texte autour de l'élément qui sera un float. Obligatoirement un float dans le premier niveau. On aura shape image, je le dis pas bien, threshold, je le dis presque bien, qui permettra en gros de définir au niveau de l'image comment la forme va se comporter en utilisant son niveau alpha, et le shape margin pour définir l'écart entre la forme et le texte. Du coup, comme je suis super fort en CSS, j'ai fait une jolie page. Kikou, je vais inspecter ça. Comment on fait un clic droit? Ah, comme ça. C'est pas mon PC, je suis désolé. Du coup, la shape outside, elle a plusieurs valeurs possibles. Donc la première, c'est inset, qui va permettre en gros de définir la forme par rapport au bord de l'élément float qu'on utilise. Donc si je regarde mon inset ici, est-ce que tout le monde voit à peu près? Ouais, donc ça prend en gros un shape arc, donc ça c'est une longueur ou un pourcentage. Et donc là, moi j'ai mis des pourcentages. Ça prend de 1 à 4 valeurs qui sont les mêmes choses que pour les margines, par exemple. Et le round avec le border radius, c'est pour arrondir sur le côté et c'est pas obligatoire. Du coup, là, je vais changer. Hop. Ici, je diminue la marge de gauche. Et ça change rien, puisque comme de toute façon c'est float à gauche, c'est la bordure droite qui compte. Mais on voit que mon truc il agrandit un peu. Et si je bouge avec celle de droite, ça bouge, c'est magique. Si j'augmente le border radius, ça bouge un peu, mais pas beaucoup. Du coup, je vais l'enlever comme ça, tout le monde verra. Tada! Ok? La deuxième forme, c'est le cercle. Donc on lui donne un rayon, tout bêtement. Donc on a une valeur et un hat qui permet de définir un peu sa position de la même façon qu'on peut définir un background position. Du coup, là, devant vos yeux ébahis, je vais aussi changer des valeurs parce que j'aime bien jouer avec ces machins-là. Et le texte donc se met bien autour de la forme. Et si je regarde ma forme, on a une zone violette qui définit vraiment la forme et la zone rouge qui représente la margin. Démo suivante. Ah là là, je suis pas habitué. L'ellipse, donc ça marche exactement comme le cercle, sauf qu'il y a deux valeurs, enfin une si on veut que ce soit un cercle, ou deux valeurs pour avoir le rayon horizontal et vertical. Ça prend aussi une position, genre background position.
ensuite, on a l'URL. L'URL, donc dans mon image, donc j'ai un élément image donc avec mon joli poney qui est un PNG avec fond transparent. Dans le shape outside, j'ai le même élément et j'utilise le image threshold à 0,1 pour le texte qui va se coller jusqu'au niveau 0,1. Donc là, mon image n'est pas super parlante, mais comme j'aime bien les poneys, si vous avez un truc un petit peu plus, genre, on va appeler ça un gradient alpha, ça peut être assez sympa pour voir la différence en fonction des niveaux. Je crois que c'est tout ici ce que j'avais à dire. Donc, la suite. La suite, parce que c'est pas fini pour les valeurs. Oh là là. On a polygone. Donc là, je me suis un petit peu amusé. Oui. Donc là, en gros, j'ai deux divs qui sont en absolu avec du texte à l'intérieur. Chaque div, il contient en gros un élément où il y a du contenu et un élément qui me permet de faire la forme. Et ma forme, c'est donc un polygone avec des coordonnées. Donc il y a des outils pour faire ça facilement. Moi, je l'ai fait à la main, mais il n'y en a que 3, donc c'est facile. Et donc, en gros, c'est super bien en CSS parce que si je bouge, ça se fait tout seul. Voilà. Wouh. Bon, comme j'ai utilisé des VH et tout en bas, ça déborde un petit peu, mais... Voilà. Et puis si je joue avec la margine, parce que je n'avais pas encore joué avec, voilà, donc là je l'agrandis, tous ces cartes. Trop bien. Donc là, il nous en reste encore un petit peu. Les étoiles box. Vous avez déjà entendu de content box, entendu parler pardon, de content box, padding box, etc. Donc sinon c'est pas grave. Hein. Je vais enlever ça. Tac. Donc ici ma shape elle va être autour de la box qui est autour de la marge que j'ai donnée à mon élément. Donc il y a plein de valeurs pour la marge, c'est donc 50 pixels au-dessus, 20 sur les côtés et en dessous, donc on le voit bien, et j'ai utilisé la margin box, donc le texte il est bien à côté de cette boîte-là. Si je vais un petit peu plus bas, ici, ce sera autour de la border box, avec la marge de 15%, de 15 pixels, pardon. Un petit peu plus loin, c'est autour de la padding box, ok. Et à la fin, c'est vraiment contre la content box où il y a l'intérieur de l'élément. Ça, c'est magnifique. On peut faire des trucs un peu rigolos. Ouh. Transition. C'est pas beau ça? Donc c'est une CSS transition sur ouais, je suis pas sûr. Je fais ce que je peux. Hein. Du coup, il y a une transition. C'est tout bête en CSS. Je sais pas si je peux le montrer. Comment on affiche les sources sur ce machin? Donc c'est un peu ça là. Donc une transition, j'ai changé les valeurs dans mon ellipse et boum, ça marche tout seul quoi. Et si ça marche dans les transitions, je suis sûr que vous avez envie de voir l'animation. Voilà. Ok? C'est magnifique. Donc voilà, donc il y a des nouvelles propriétés qui sont toutes animables, transformables, il y a plein de choses sympas. Et du coup, dans le niveau 2, donc ça c'est des choses qui n'existent pas encore, c'est même pas sur Can I Use, alors c'est pour vous dire. Donc il y aura, ça va étendre le niveau 1, et il y aura deux nouvelles propriétés. Donc pour le niveau 1, c'est prévu de faire ça sur autre chose que des éléments float. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, ils ont envie aussi d'utiliser shape image threshold pour autre chose que le niveau alpha de l'image, par exemple pour la luminance. Donc ça va donner plein de possibilités sympas. Et donc les deux propriétés, shape inside, je vous montre juste après à quoi ça va ressembler. Mais en gros, ça va définir la forme qui va englober le texte qui sera bien mis à l'intérieur. Et le padding, c'est un peu le même effet que la margine, c'est l'écart par rapport à la forme. Du coup, le shape inside. Donc à gauche, c'est pas shape inside, c'est ce qu'on peut faire maintenant dans les navigateurs qu'il aime bien.
Et à droite, c'est avec un shape inside circle, et on a donc tout le contenu qui se met à l'intérieur de celui-ci. Et ce qui sera super chouette avec les shape inside, mais je ne vais pas en parler beaucoup, ce sera de faire des exclusions. Donc ça, c'est un autre module qui est en cours de spécificationnage, où il y aura... pardon. Il y aura deux nouvelles propriétés, wrapFlow et wrapThrough, qui vont permettre de définir un peu comment le contenu va agir autour d'une forme. Donc on pourra utiliser les deux et ça va être super bien. Conclusion. Ouais. Conclusion, c'est super sympa. C'est des choses qui n'existent pas encore partout, donc, mais bon, ça agit bien quand même sur les navigateurs qui ne le supportent pas. Et comme on va un peu améliorer l'intégration qu'on pourra faire de toutes les utopies créatives des designers, je pense qu'on va être vachement plus copains. Et ça va être chouette. Du coup, quelques liens donc vers les spécifications. J'ai mis aussi celui vers le module exclusion, mais j'en ai pas parlé beaucoup, donc j'espère qu'il y aura des gens parmi vous qui vont proposer des talks pour faire ça. Et puis d'autres liens, des outils, dont ShapeTools qui permet de pouvoir créer son polygone facilement. Et j'ai oublié d'en parler, je vais revenir sur une démo, parce que j'ai mis CSS Atre là. Je vais revenir sur ma première petite démo, Basic Shapes. Et si je vais dans Network, on voit que là, en fait, il m'a chargé 2 fois l'image. Et ça, c'est quand même moche. Et parce que dans ma CSS, j'étais obligé de dire que le shape outside URL, c'était cette image-là. Dans la spec, c'est indiqué qu'on peut utiliser la propriété Atre pour mettre src URL, mais ça marche pas. Ça marche pas parce que c'est utilisable que pour du contenu string. Du coup, là, moi, comme j'essaie de récupérer une URL, ben, ça marche pas. Il aime pas. Et j'ai plus les slides. Dis donc. Voilà. Donc la CSS référence est vachement bien. C'est Sarah Sweden. Je dis tout le temps vachement bien. Je suis désolé. Sarah Sweden qui a fait ça sur CSS Tricks, il me semble. Non? Hein? CodeRops. CodeRops. Donc il y a plein de bonnes fiches explicatives sur tout ce qu'il faut et les démos que j'ai mises. Voilà, c'est pas des super démos, mais j'ai essayé de vous montrer un peu ce que ce qu'il y avait derrière la spec. Voilà. Vous avez des questions? Apparemment non. Douglas, si. Douglas, te voilà. Ok. Et bien donc au suivant. Si, mais moi je vais avoir une question quand même. Aïe, il y a de la lumière. Ouais. Est-ce que, parce que là on voit les problèmes que ça peut poser, c'est au niveau de la lecture et tout ça, est-ce que, même si ça paraît fun, est-ce que c'est vraiment envisageable sur un vrai site ou est-ce qu'il y a déjà des sites qui ont commencé à utiliser ça? Parce que ça c'est bien sur un magazine, mais sur le web, est-ce que c'est vraiment lisible en fait? Je pense que ça dépend un peu de ce que tu veux présenter. Après, pour un article de blog classique, je ne sais pas trop. C'est que Sarah Sweden, dans ses exemples, elle a des exemples qui sont assez sympas, mais ça reste des formes assez basiques. Il y a aussi l'exemple de la tour Eiffel où tu as 2 parties et tu as l'impression de voir la tour Eiffel. Ça peut être sympa pour des trucs vraiment plutôt graphiques, je pense. Mais ouais. Hmm. Ouais, voilà, c'est ça, mais c'était plus une démo, c'était Adobe qui avait fait ça, enfin, les mecs de chez Adobe. C'était plus une démo perf un peu, genre voilà ce qu'on est capable de faire, mais j'ai jamais trouvé que c'était très intéressant à la lecture. Hein. Non, pas vraiment. Mhm. Ouais, effectivement, et là, ça devient intéressant. Ouais. C'était Flipboard aussi qui a cette expérience-là, un peu, de recréer un magazine en ligne, où ils essayent de faire un peu des effets un peu qu'on retrouvait sur les magazines. Ouais. D'accord, ouais. Donc ça peut ouais, quand même être intéressant. Ouais.
Du coup, si tu as l'impression de feuilleter un magazine, même si tu n'es pas sur un magazine, ça rend l'expérience encore plus incroyable. Et si ça se feuillette tout seul pour toi avec les animations, c'est encore mieux. C'est vrai que quand on les anime et que le texte bouge dans tous les sens, c'est pas forcément super bien, mais c'est rigolo à faire. Si vous payez, il n'y aura plus l'animation. Voilà pour moi. Alors bonjour, moi je me présente, je m'appelle Luca Bonomi. Vous pouvez me trouver sur internet en tant que Lucky VJ et je suis développeur front chez Tiger Lily. Je m'occupe d'un produit qui s'appelle Slick. Et avant ça, j'étais chez Sushayo et Sketchfab notamment. Alors moi aujourd'hui, je vais vous parler de Blend Mode, de filtre CSS et de vidéo. Alors c'est assez expérimental, mais vous allez voir qu'on peut pas mal s'amuser avec si ça vous intéresse. Donc déjà les Blend Mode, c'est quelque chose d'assez nouveau. En termes de temps, je saurais pas trop vous dire quand est-ce que c'est apparu. Là, je dirais un an et demi, mais en tout cas en CSS. Et donc, en gros, les blend modes ou modes de fusion, il y a très peu de temps, avant que ce soit implémenté en CSS, on pouvait s'en servir dans des softs de type Photoshop. Et ça permet de gérer les fusions en fait, entre plusieurs calques et de choisir la manière dont ils vont interagir les uns avec les autres. Et aujourd'hui en CSS, il y a des propriétés blend mode, notamment background et mix. Sachant que la background blend mode c'est seulement pour les blend mode et la couleur, et les mix c'est pour mixer toutes sortes d'images, de vidéos ou autre chose. Et donc ça décrit comment les éléments d'image d'arrière-plan doivent fusionner entre eux encore une fois. Donc pour ça c'est pas trop différent. Et on peut faire des choses assez cool avec. Euh, donc je vais aller un peu plus en profondeur. Les filtres aussi. Donc selon MDN, les filtres, ça permet d'ajouter des petits effets de flou, de grayscale. Bon, on voit pas très bien, mais c'est assez bien implémenté. D'ailleurs, pour les blend mode, c'est implémenté plus ou moins partout, du moins pour les dernières versions, sauf IE et Opera Mini, comme d'habitude. Mais sinon, vous pouvez vous en servir sur plus ou moins toutes les plateformes euh, à jour. Et donc les filters, ça permet de faire ce genre d'effet. Donc déjà pour faire du blend mode, j'aurais peut-être dû faire un peu plus grand. Bon bah là c'est assez simple, c'est un petit exemple que j'ai fait en speed à midi parce que j'avais oublié de mettre du code dans mes slides. Donc là en fait il y a 4 divs avec un background qui est un peu orange et rouge. Et bon c'est en SAS, je sais pas si vous faites du SAS mais c'est assez simple à comprendre. Là on voit à gauche que à chaque nouvelle div, on va changer le mix blend mode de l'image, ce qui va nous permettre dans l'ordre de faire ce genre de choses, qui est assez amusant. Et les filters, c'est la même chose, sauf que au lieu de passer une propriété de blend mode, vous passez une propriété de filter. Il y en a beaucoup, je les ai pas toutes listées, mais je pense que vous devez être au fait de ce genre de choses. Donc on va passer à la démo que j'ai faite, qui est beaucoup plus amusante que des slides en fait. Euh, et elle va utiliser la webcam. Donc voilà. Bon, pour éviter de perdre du temps, je me suis permis de faire des effets en preset en fait. Donc là, il y en a un qui va utiliser seulement des filtres CSS, et donc qui va permettre de faire ce qu'on appelle aujourd'hui, passer trendy, des effets GUI. Donc vous voyez que les shapes se mélangent. On va passer en full. Il y en a un deuxième, donc ça c'est un des premiers effets qui utilise enfin des effets que j'ai fait en tout cas pour ma démo, qui utilise les blend mode. Donc je l'appelais Redfield. En fait, tout simplement, il y a un background, on voit pas très bien. Il y a un background avec des petits points là qu'on peut retrouver ici, euh, lequel a dans sa div parent une couleur orange ou rouge, et qui a un blend mode, je pense que c'est Darken celui-ci par-dessus. Et si on veut en tester un autre, j'en ai fait un autre qui s'appelle le Blue Stripes, et qui est plus ou moins la même chose, mais avec des stripes. Voilà, et après, en fait, avec cette petite démo, on peut en faire des customs. Bah, pour faire du blend mode, il faut commencer par choisir une couleur de fond dans l'élément qui va recevoir les enfants. Ensuite, on lui passe une valeur. Donc là, par exemple, on va le mettre en darken. Donc vous pouvez voir que directement, ça prend effet. Et si on décide de mixer ça avec des filtres CSS notamment, on va pouvoir faire des choses un peu plus barrées, notamment avec le contraste. C'est très destructif.
Par exemple, si on met le blur à fond, le contraste à fond, on retrouve notre effet un peu what the fuck, mais qui est marrant. Ah, malheureusement, je pourrais pas. Voilà. Et puis, ouais, bah, je vais en faire quelques-uns pour vous montrer encore comme ce qu'on peut faire avec. Donc, les contrastes sont, on peut les foutre à 100. On peut changer la hue aussi qui va permettre de changer la position de la roue colorimétrique du browser par rapport aux pixels qui sont envoyés par l'image. Donc par exemple, si je me remets à 1, que je change la hue, vous pouvez voir que ça change. Je peux augmenter le brightness et parce qu'on aime bien rigoler, on va mettre d'autres blend mode par-dessus, en lighten par exemple, avec un fond et des petits points, où on peut vraiment en faire de toutes sortes, passer juste de la différence, hop, voilà par exemple. Et bon, bah, si on explore un peu le truc, on peut vraiment arriver à des effets sympas. Aujourd'hui, en termes d'utilisation, il y aurait pas vraiment de raison de s'en servir, sauf pour de l'expérimentation, ou si vous avez, le seul exemple qui me vient en tête, c'est un petit chat vidéo, ou j'en sais rien, que vous voulez, je sais pas moi, ajouter des effets custom, ou faire sur des photos des petits effets à la Instagram, ou ce genre de choses. Vous pouvez utiliser les blend mode et les filtres. Bah, moi pour mon intervention, c'est tout. J'ai cette petite application que j'ai mise sur GitHub en fin de journée. J'ai pas eu le temps de donner le lien, mais si vous venez me voir, je pourrais vous le communiquer. Et ainsi que mes slides, donc ils sont sur Slide. Et puis voilà. Et mon dernier, c'était s'il y avait des questions, bah, vous pouvez les poser. Et dis-moi. Ouais. Alors, bah, ouais, je vais te montrer, ce sera peut-être mieux. En fait, au lieu de mettre une vidéo qui tourne, la fameuse vidéo HTML5 du lapin qui sort de son terrier, etc., j'ai décidé d'utiliser la webcam parce que c'était plus interactif en fait. Donc c'est un simple get user media. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que donc on a voilà, en gros tout ce qui se passe au niveau de la modification d'image se passe dans Target. Dans Target, on a une vidéo. Et en fait, les CSS vont être appliqués seulement à Target. C'est-à-dire que si je change la couleur de background, c'est voilà, le background color qui a changé ici. Et ensuite, si je passe des filtres blend par-dessus, par exemple color burn, ça va être appliqué sur la vidéo. Et donc c'est un mix blend mode parce que c'est pas un background. Et que... Voilà. Mais enfin, voilà, faut que ça respecte cet ordre-là. C'est-à-dire que si vous avez un parent et deux enfants adjacents, les deux enfants adjacents pourront jamais se mixer tous les deux. C'est vraiment dans la relation parent-enfant. Et voilà. Si vous avez compris, moi je trouve que c'est très rigolo comme, comme outil. Et je vous invite à jouer avec parce que ça vaut vraiment le coup et ça peut, ça peut donner de belles surprises. Alors oui, c'est de là que j'ai gardé mon pseudo, j'en faisais beaucoup avant, mais après j'ai commencé à travailler dans le web et du coup je me suis totalement... Mais justement avec ce genre de techno, et je bosse sur un projet avec d'autres personnes en Europe qui justement tend à utiliser les technologies du web pour faire de l'animation en soirée ou ce genre de choses, des trucs assez sympas qui utilisent pas autant de ressources que les softs de Vidging peuvent utiliser ou ce genre de choses. Donc merci l'Internet. Voilà. Oui. Alors, moi, pour faire ma démo, j'ai utilisé Chrome. Niveau performance, je sais que ça l'assassine pas. Après, je suis pas très dans la technique, je saurais pas te dire à la seconde près ce qui va se passer. Alors sur mobile, ça fonctionne, mais c'est assez lent. Enfin, en tout cas au niveau du FPS de la vidéo, c'est assez lent. Donc je pense que c'est à cause des blend mode. Sur Mozilla, j'ai pas vraiment essayé. J'ai déjà fait du blend mode, je sais que ça passe, mais avec ma démo là, j'ai pas vraiment testé. Ouais, bah,
Je suis allé voir sur Canal+, en fait, et j'ai vu que ça passait plus ou moins partout. Hem, Hop, Canvas, voilà. Bon, bah, lui comme d'hab. Bah, en fait, j'étais surpris du support que ça avait. Donc ouais, j'imagine que sur Safari, ouais, déjà c'est un support partiel, ça doit pas être très 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 bien. Et là, d'ailleurs, il ne parle que de background blend mode et pas de la propriété mix blend mode que j'exploite dans ma démo. Et d'ailleurs, je pense pas qu'ils aient le mix ici. Donc j'ai un peu tout regroupé sous cette bannière-là, vu que c'est, comme j'ai dit au début, c'est assez expérimental et c'est vraiment pour de la recherche ou pour de l'expérimentation. C'est vraiment pas, sauf si vous êtes sûr de vous et que votre expérience elle est carrée, mais c'est pas utilisé en prod, bien entendu. Du moins pour l'instant. Après, chacun fait comme il veut, hein. Bonsoir à tous. Je m'appelle Mathias Lebrun, je suis développeur front. Sur internet, mon blast c'est Bloodyhole. Je tiens le meetup React.js France et j'écris sur Putain de Code, qui est un blog qui parle de développement. Et allez-y parce que c'est bien. On va commencer rapidement avec les problèmes de CSS, qui est un très mauvais langage. On va partir de ce principe-là déjà. Les sélecteurs sont des variables globales, ça veut dire que tout sélecteur va s'appliquer à tous les éléments, peu importe le contexte, parce qu'on a les styles scopés qui sont arrivés dans Chrome, mais c'est comme les autres démos là, c'est une feature un peu plus essentielle, mais ils n'ont pas forcément bûché dessus. Donc pour le coup, ça c'est un problème à partir du moment où vous avez plus de 2 classes. Ensuite, on a la cascade et l'héritage qui sont des features complètement à la ramasse, qui partent du principe que le style du parent va pouvoir influencer le style de l'enfant à n'importe quel niveau. Qui va, par exemple, dans ce cas-là, l'héritage va vous foutre dedans si vous voulez juste faire une grille tout simplement en inline block parce que vous devez supporter IE7 avec votre font size à 0, bah, faut le reset en dessous et il faut être toujours au courant de ça, ce qui n'est pas très pratique quand vous avez des développeurs qui bossent à plus de 2. Ensuite, il y a la spécificité qui est à peu près la chose la plus cinglée dans CSS. Chaque sélecteur est défini sur 4 rangs, en fait. Enfin, une valeur à 4 rangs, un peu comme une valeur d'écriture, lecture pour vos fichiers dans votre disque dur. Vous avez le premier qui va correspondre au nombre de sélecteurs par tag ou pseudo-sélecteurs tout court, ou alors encore les sélecteurs d'adjacence. D'accord. Étape numéro 2, si jamais vous rajoutez un sélecteur d'attribut ou un class name, on part au niveau au-dessus. Donc ça va override le niveau en dessous. Si maintenant vous avez un ID, ça va aller à la valeur encore en dessus. Si jamais vous définissez dans le style, ça va encore override. Et si vous définissez un important, là vous dépassez carrément les valeurs autorisées. Donc c'est une fois qu'on a tous ces types de sélecteurs dans une codebase assez grosse, ça devient assez compliqué de savoir quelle règle va avoir la priorité sur l'autre, forcément. Si jamais on doit maintenir à chaque fois à côté du sélecteur sa petite valeur, on n'a pas le temps techniquement de faire des choses comme ça. Ensuite, on a un truc qui est compliqué, c'est l'annulation de propriété. Si jamais on a un élément qui est assez générique, qui, par exemple une classe item, et qu'un développeur rajoute la propriété, une propriété donnée quelque part, il ne va pas forcément être au courant que cette classe-là va être utilisée ailleurs dans la codebase. Et on aura ce qu'on appelle une régression, et vous allez devoir passer quelques temps à débugger ça, et c'est tout simplement une perte de temps. Ensuite, il y a la priorisation, qui est aussi assez stupide. C'est l'ordre de définition dans le CSS qui va définir dans quel ordre les choses vont s'appliquer. Donc, vous avez beau définir votre classe red après la blue dans votre class name, ça va toujours être la red qui va s'appliquer là. Donc, si vous mettez la red avant, ça va quand même être la blue. Non, enfin merde. Si vous mettez la blue après, ça va être la red qui va prendre la précédence. Donc, vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Ce qui s'avère pas très pratique. Par exemple, si vous chargez des feuilles de style dynamiquement et que selon le contexte, les style sheets vont arriver dans un ordre ou un autre, ça va pas être très pratique de définir
quel va être le style et donc de reproduire des régressions CSS, vous n'allez pas pouvoir du tout. Donc si on résume, pour l'instant, on a un langage qui n'a pas de scope, qui transmet absolument tout du haut vers le bas, qui priorise les sélecteurs donc comme un ivrogne, qui pousse à la régression naturellement, et qui rend impossible la prédictabilité de la priorisation à grande échelle. Donc c'est pas possible. Ce qu'il n'y a de pas non plus, c'est les préprocesseurs, c'est de la vraie daube, ces trucs-là, n'utilisez jamais ces trucs-là, surtout pas l'SSS, c'est vraiment, non mais vraiment c'est daubé du cul. Parce que quand vous allez faire extend, vous allez juste provoquer le même problème qu'on a vu au-dessus avec la priorisation des sélecteurs. Ça va carrément être là de votre classe méta, je sais pas comment vous appelez ça, qui va définir l'ordre de priorisation. Donc là, même si vous étendez la bleue après, ça va être la rouge qui va prendre la priorité. Ce qui est quand même assez chiant. Déjà que la classe dit pas vraiment ça. Si en plus le préprocesseur, qui est un outil que j'ai avant, le fait pas non plus, ça va être compliqué. Ça, c'est complètement débile aussi, les CSS atomiques, parce que de la même façon, vous n'avez pas le contrôle sur ce que vous appliquez au fur et à mesure. Et en fait, c'est comme si vous utilisiez l'attribut style sans justement contrôler ce truc-là. Les approches O, CSS et SMAX, c'est des approches qui sont super compliquées à apprendre à une équipe junior. Ça aide à s'organiser, mais c'est très compliqué. Et c'est pas adapté à un bon découpage parce qu'on a le layout, le module, le thème, ça fait 3 niveaux pour chaque composant. Déjà qu'on découpe en composants, c'est pas évident. En plus, il y a un truc qui a décidé de s'appeler orienté objet alors qu'on parle d'un langage déclaratif, ce qui est quand même assez énorme. Et donc la solution pour ça, c'est BEM. Alors BEM, c'est une méthode qui est toute con, qui a été inventée par des développeurs de Yandex au moment où ils ont voulu copier tous les services de Google. Ils se sont rendus compte que c'était un peu compliqué. Et du coup, ils se sont dit qu'en fait, avec des règles assez simples, on pouvait garder un esprit à peu près sain dans un corps sain en développant. Donc, on a là une structure, je pense que tout le monde arrive à la piger celle-là, concrètement. Non? Si? Bon, bah c'est déjà ça. En gros, dans BEM, on a dans un premier temps le bloc. Donc le bloc, ça représente un composant. Ce composant, il peut être utilisé dans n'importe quel contexte. En gros, c'est un élément root d'un certain arbre. Il peut avoir son private tree, donc il peut avoir un certain nombre de descendants. Et il peut avoir un état local. Typiquement, si mon bloc bouton, je veux qu'il soit petit, bah, je mets un état local small. Si je veux un état prest ou quelque chose comme ça, je rajoute un état local prest. Cet état, il est appliqué, donc cette partie-là, par ce qu'on appelle un modifier. Donc on a déjà le B, on a le M et le E. C'est l'élément, donc c'est un bloc qui appartient à un bloc en fait. Enfin, c'est un mauvais usage de mots. C'est un élément qui fait partie d'un bloc qui ne peut être que dans la descendance directe d'un bloc. Donc typiquement, dans le cas de notre bloc navigation, ça va être nav item. Et il peut avoir un état local de la même façon. Si vous avez par exemple, vous voulez highlight l'item actif de votre menu, vous rajoutez un modifier active. Donc on se retrouve juste avec 4 structures de class names possibles. On va juste avoir le bloc avec son état local, le bloc et avec, enfin l'élément du bloc et l'élément du bloc avec son état local. Donc c'est pas ultra compliqué à apprendre à une team de juniors. Globalement, ils devraient s'en sortir. Il n'y a pas beaucoup de concepts. Ça permet de structurer assez sainement son app et son site parce que du coup, vous avez une structure, comme vous avez vu dans l'exemple, qui est ultra simple à appréhender. Vous lisez le code, vous savez directement ce que ça représente. Vous avez des règles minimales, dans le sens où du coup, oui, un nœud peut exister sans contexte particulier. Un élément qui peut être un enfant que du bloc, donc du coup, si vous voyez une certaine classe bloc-élément, vous savez où vous êtes. Donc ça fait une sorte de namespace, c'est assez pratique. Et du coup, vous avez des états locaux qui eux aussi sont liés du coup à leur bloc et à leur élément. Ça fait 3 règles, hein, c'est pas compliqué. Ensuite, on peut aller un peu plus loin dans la méthode pour éviter les problèmes. Au début, on est tenté de faire ce genre de choses. Si on a un bloc nav qu'on utilise 2 fois, typiquement dans le header et dans le footer, et que on veut le contextualiser un petit peu en disant ok, toi tu as un fond je sais pas, clair dans le header et foncé dans le footer,
Et ben, si on fait ça, on s'expose au problème de cohabitation des styles, parce que les styles dans header nav, ils vont peut-être pas être au courant de ce qui va se passer dans nav à chaque fois. La solution pour ça, c'est d'utiliser un élément de contexte dans le bloc header. Comme ça, les styles de nav ne vont jamais venir en conflit avec ceux de header nav. En général, il y a très 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 peu de cas où ça marche pas, ce truc-là. Voilà. Aller plus loin, préfixer avec soit le nom du projet, soit le nom de l'organisation pour laquelle vous bossez. Ça évite beaucoup de conflits, parce qu'il y a beaucoup de third parties à chaque fois qui vient vous foutre la merde et vous ruinez à peu près tout sans que vous ayez vraiment de contrôle dessus. L'avantage aussi avec ces préfixes-là, quand vous avez plusieurs projets au fur et à mesure d'une roadmap, c'est que vous savez à quel moment tel truc a été fait. Voilà. Ensuite, mettez toujours les propriétés le plus profond possible dans la hiérarchie. Comme ça vous évitera d'avoir tous les problèmes d'héritage. Même si, bon, là c'est du RM et c'est un très mauvais exemple, mais dans le cas où vous utilisez des EM ou des unités comme ça peut vous foutre le bordel aussi. Si jamais vous avez une stack qui vous impose des sélecteurs pour vos actions JS, préfixez-les de même avec l'organisation et avec JS et le nom de l'action. Surtout, vous n'utilisez jamais des classes pour le style et pour le JS en même temps. Parce que ça aussi, ça va être un cancer quand le designer va toucher un truc et que le développeur qui a fait tel module JS n'est pas au courant. Ensuite, groupez jamais les media queries, mettez-les toujours en dessous du sélecteur unique. Comme ça, au moins, vous n'avez pas de problème de maintenabilité. C'est toujours défini en dessous, donc on sait toujours que ça va override la classe principale. Et utilisez jamais d'outils comme j'ai vu des plugins, je sais pas où c'était des features natives de certains préprocesseurs qui vous groupaient ces trucs-là. Là, c'est comme le extend, c'est du side effects à gogo, donc évitez ça tout de suite. Si on résume les avantages, on a une compréhension qui est très simple du markup et du style. Dès qu'on lit le fichier, on piche ce que c'est. On crée très rapidement des automatismes. Ça, de ce que j'ai pu voir en apprentissage, les gens prennent ça très 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 vite et prennent la patte très rapidement. Il y a une isolation des styles qui est naturelle parce qu'on se force à vraiment tout découper en blocs et en éléments. Ça permet d'éliminer facilement le code legacy. Et voilà. Alors la next step, ça fait débat sur les internets il n'y a pas longtemps. C'est que déjà BEM c'est bien, mais ça résout pas tout. Il reste quand même beaucoup de problèmes dans CSS. Et pourquoi on ne mettrait pas les styles directement dans JS? Alors, il y aura beaucoup de gens qui n'auront pas compris et qui vous diront que c'est une très mauvaise idée. Mais c'est une excellente idée. Pourquoi? Parce que JS, aussi critiqué qu'il soit, c'est un bon langage. Parce que c'est un vrai langage, tout simplement. Quand vous utilisez BEM, au final, vous vous retrouvez toujours avec un sélecteur et des propriétés. Ce qui rappelle un langage qui s'appelle JSON. Techniquement, c'est que des objets. Si jamais on utilise du JSON, on peut l'écrire très facilement en JS, c'est pour ça que ça s'appelle JSON, hein. JS Object Model, Object Notation, je sais même plus parler. Et du coup, JS nous offre nativement des features qui ne sont pas encore dans les navigateurs pour CSS, les variables, les modules, ça c'est même pas encore en existence. Vous avez des fonctions nativement, vous pouvez faire un lighten ou un darken, hein, ça vous prend 5 minutes à écrire. Vous avez beaucoup de possibilités avec ça que vous n'avez pas avec CSS, et principalement, donc là c'est dans un exemple en React, vous définissez vos styles de cette manière-là. Donc ça correspond à une sorte de extend. C'est une notation qui va arriver dans ES7. Ça vous permet juste de prioriser complètement les styles. Parce que là, mon style bouton, peu importe ce qu'il y a dedans, c'est button default qui va l'override, et après ça va être les styles du hover qui vont l'override si jamais il y a le hover, et c'est toujours les styles du prest qui vont les override. On a un contrôle total sur la priorisation. C'est beaucoup plus simple à animer. Et par contre, il y a un petit souci avec, c'est qu'on n'a plus du coup la petite feature sympathique du 2.over, du point active et 2.focus. Mais on a des API en JS qui nous permettent de le faire assez simplement. On écoute l'entrée dans l'élément avec la souris, on écoute la sortie. Et du coup, on peut définir ça dans notre état local.
Et du coup, on a un avantage supplémentaire, même si c'est plus verbeux, c'est qu'on a l'état complet de notre composant et on a le contrôle dessus. En CSS, si jamais vous voulez savoir si votre élément est survolé, il faut impérativement le faire de toute façon avec JS. Donc là, on a un contrôle total qui est simple, et si on systématise ça, bah, on peut se passer d'à peu près toutes les merdes que CSS nous impose. Donc voilà, ça c'est un petit résumé. Qu'est-ce que j'ai pas encore dit? Oui, c'est un peu comme des web components en soi quand vous mettez le style avec le markup et avec le behavior, donc principalement avec React ça fait ça, c'est ce que les web components essayent de faire mais avec une API pas élégante. Là vous avez ça dans un fichier JS avec un contrôle dessus, vous avez des outils de très bons linters avec ESLint, vous pouvez faire un plugin directement pour vérifier tous vos styles. Ça c'est plutôt intéressant. Et au niveau perf, il y a un gros bénéfice, c'est que vous n'avez pas le parsing selector element qui représente, d'après Paul Irish, d'après un tweet qu'il avait sorti sur des études de Chrome, 41% de la perte de perf en CSS en général. Donc voilà.